Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers étudiants. Alors, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Leila Belhaj pour l'effort qu'il a consacré, le temps qu'il a consacré pour la réussite de ce colloque. On va commencer par la première intervention qui sera animée par Amel Zuhail, peut-être la partie en publication. Alors l'intitulé de cette intervention, c'est l'enseignement à distance, quand la crise suscite de nouveaux enjeux pédagogiques. C'est à vous la parole maintenant. Oui, c'est comme vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de la 4e édition du colloque international des technologies en éducation et en formation pour l'organisation réussie. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous pour vous partager mon expérience en tant que... Déjà, je suis doctorante à la faculté des sciences de l'éducation, mais en même temps, j'exerce comme professeur des écoles au sein d'une école partenaire de la mission française. L'intitulé de mon intervention est « L'enseignement à distance quand la crise suscite de nouveaux enjeux pédagogiques ». Le plan de mon intervention est le suivant. On va commencer par une petite introduction pour contextualiser le travail. Un petit aperçu sur l'outil numérique, l'enseignement à distance, un petit aperçu historique, la mise en place de l'EAD suite à la crise sanitaire. Dans ce point, on va aborder brièvement la mise en place de l'enseignement à distance dans l'école marocaine publique. On va en citer les points forts et les obstacles, pour ensuite nous focaliser sur la mise en place de l'enseignement à distance dans une école partenaire de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. C'est l'école dans laquelle j'exerce. Et donc, la présentation se veut un retour d'expérience qui m'a semblé intéressant et je vois qu'il est important de vous faire partager cette expérience tellement elle était riche et enrichissante. On va également faire le bilan de cet enseignement à distance et pour conclure ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. J'ai choisi de commencer mon intervention par une citation de Jean Monnet. Il dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. » Une parole bien sage qui me semble assez intéressante et qui résume en quelque sens la quintessence de la situation par laquelle nous sommes passés et à laquelle nous étions confrontés une fois les écoles ont été fermées. La crise a été pesante sur le plan psychologique, mais aussi les écoles ont été fermées et donc les apprentissages étaient pesants tout autant. Donc l'enseignement à distance a pris le dessus, cependant sa mise en place a ouvert le débat quant à sa pertinence, ses atouts et ses bémols. Ainsi, tout enseignant s'est posé la question légitime: comment peut-on enseigner en dehors de la construction ou en dehors de l'organisation traditionnelle de la structure scolaire? Le succès de ce mode d'enseignement exige la disponibilité d'un matériel approprié, une infrastructure adéquate et un accès à Internet pour tous. Or, ces conditions ne sont pas disponibles ou accessibles pour tous. D'où le questionnement majeur de notre intervention. Quelles sont les modalités et les exigences de la mise en place de l'enseignement à distance? Alors, afin d'apporter des éléments de réponse à ce questionnement, nous avons choisi de vérifier la mise en place de l'enseignement à distance au sein de l'école dans laquelle nous exerçons, une structure qui prône à la base
l'usage de l'outil numérique, bien avant la crise pandémique. Donc, on s'est posé sur l'observation participante, puisque nous avons fait partie de cette expérience, afin de construire les éléments de réponse. Dans ce sens, nous avons analysé les pratiques pédagogiques à ce moment-là. Nous avons également répertorié les éléments qui ont permis la mise en place de l'enseignement à distance, à savoir le processus de mise en place de l'enseignement à distance. Et pour vérifier la cohérence de cet enseignement, un questionnaire a été adressé aux parents des élèves pour voir si ils étaient satisfaits ou pas. Et donc pour vérifier la pertinence du dispositif qui a été mis en place. Alors, le numérique à l'école. La présence massive et fréquente du numérique nous pousse à s'interroger par rapport à notre devenir face à un monde qui est de plus en plus digitalisé, et ça nous pousse à nous poser la question qui me semble légitime: comment doit-on réagir face à ce foisonnement et comment doit-on préparer les générations futures et les outiller pour faire face à cette digitalisation. Alors, nous sommes dans l'obligation d'outiller nos enfants pour qu'ils puissent faire face aux exigences du XXIe siècle, à savoir maîtriser les compétences numériques. Et d'ailleurs, cela a été prouvé par la crise pandémique qui a en quelque sorte enlevé la poussière sur ce sujet. L'importance de penser les choix pédagogiques de façon à faire cohabiter encre et pixels, mais encore penser le numérique non seulement comme moyen d'apprentissage, mais en tant que finalité et objet d'apprentissage. Le numérique à l'école est basé sur une vocation formatrice ayant pour but de mieux accompagner les élèves en offrant un potentiel de renouveau pédagogique permettant d'améliorer l'efficacité de l'enseignement, d'offrir un apprentissage différencié qui favorise l'autonomie des enfants. Au Maroc, l'intérêt porté aux outils numériques date de 2005 avec le programme GENI. Toutefois, ce programme a connu certaines difficultés quant à sa mise en place, des difficultés qui sont généralement liées à la réticence des enseignants, parce qu'un grand nombre d'enseignants étaient réticents parce qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment l'outil numérique, et donc ça a un peu biaisé la mise en place de ce programme. Heureusement, la crise pandémique était là pour pousser les enseignants à repenser l'outil numérique et les obliger en quelque sorte à l'utiliser. D'ailleurs, la vision stratégique de la réforme 2015-2030 place l'usage de l'outil numérique au cœur de ses préoccupations. L'enseignement à distance. Alors, quand on parle de l'enseignement à distance, on pense directement à Internet. Or, cet enseignement date vraiment de très longtemps. Il date du XVIIIe siècle. Une période où la presse papier était en essor. Alors, on a commencé à penser à un enseignement par correspondance. Donc, on faisait des correspondances entre un maître et un apprenant. Mais avec l'arrivée d'Internet, tout a été révolutionné. Le monde de la formation marque un grand détour dans l'histoire de l'enseignement à distance. Alors, les nouvelles technologies, les logiciels, les applications à visée éducative permettent vraiment de repenser de repenser, ou plutôt de préserver le lien formateur, plutôt le lien enseignant-élève ou le lien formateur-étudiant. Grâce à cette évolution, on a pu quand même nuancer le contraste présence-distance,
puisque l'enseignement à distance peut se faire de façon synchrone, donc de façon réelle, et permet vraiment de garder et de préserver l'interaction qui est un point important dans le processus enseignement-apprentissage. Alors, provocatrice fut la crise sanitaire. Il a fallu une mobilisation immédiate pour l'élaboration des contenus éducatifs, adaptés à ce mode d'enseignement. Ainsi, au Maroc comme partout dans le monde, corps enseignants, ressources humaines ont déployé des efforts colossaux, des efforts louables pour garantir la continuité pédagogique. Néanmoins, l'expérience de l'école publique marocaine en EAD se heurte à de nombreuses contraintes. D'ailleurs, même l'ex-ministre Saïd Hamzazi a lui-même reconnu les limites de cette expérience, notamment des limites liées aux problèmes d'accès. La majorité de la population ne sont pas outillés de tablettes, de smartphones ou d'ordinateurs. Donc, ceci nous pousse à penser que la crise sanitaire a creusé davantage les plis des inégalités. Si la continuité pédagogique a permis pour certains élèves de poursuivre leur scolarité de façon normale, une bonne partie y a renoncé. Donc, les obstacles qui empêchent la réussite de l'enseignement scolaire, à savoir les problèmes techniques et les problèmes liés à l'accès à Internet, nous pensons vraiment à penser l'enseignement, plutôt à penser l'outil numérique comme une nécessité, une obligation, ça n'est plus un choix. Donc voilà pour l'expérience marocaine. Mais sinon, pour la mise en place de l'EAD dans l'école où j'exerce, c'était vraiment un processus évolutif, rapide, réactif. Et le fait que cette école était déjà outillée d'une infrastructure numérique digitalisée nous a permis vraiment de fluidifier cette mise en place. Donc tout d'abord, la première démarche, bien avant le commencement des cours, il a été créé, on a fait créer des adresses mail au nom des élèves, des drives partagés pour chaque niveau d'enseignement. Un livret, un guide pédagogique a été destiné aux parents pour leur expliquer la procédure et pour les initier à l'enseignement à distance pour qu'ils puissent vraiment accompagner leurs enfants. Les enseignants ont été formés aux outils qu'ils devaient utiliser. Par la suite, le démarrage des cours à distance impose certaines exigences aux professeurs qui étaient amenés en quelque sorte à préserver le climat de classe, ou plutôt on a transposé le climat de la classe à la maison, en quelque sorte. Donc chaque jour, les enseignants étaient dans l'obligation d'envoyer un message aux familles via la plateforme Educartable. C'est une plateforme que nous utilisons pour garder le contact avec les parents. Vraiment, c'est comme un cahier de texte virtuel. Ensuite, l'enseignant était amené à vraiment filmer le programme de la journée pour le présenter aux élèves. Cet enseignement a été axé essentiellement sur la pédagogie freinée, notamment l'usage du plan de travail. Donc les élèves étaient outillés chaque jour. Ils recevaient une feuille de route. Sur cette feuille de route, ils ont vraiment l'avancement de leur journée, les objectifs de chaque matière, les activités à faire en autonomie, les activités à faire en temps collectif. Les temps collectifs se déroulaient en visioconférence, ce qui permettait au moins à l'enfant de cumuler 3 heures de visioconférence par jour, bien sûr séparées, 30 minutes par matière, séparées par une activité ludique. Voilà. Sinon, il était essentiel de vraiment garantir la communication avec les élèves et entre les élèves pour vraiment préserver le climat scolaire
et vraiment pour que les élèves puissent avancer de façon normale sans vraiment sombrer. Donc, on a utilisé la plateforme Hangout pour éventuellement établir les visioconférences et aussi pour permettre aux enfants d'interagir entre eux pendant leur temps de pause. Un plan d'apprentissage hebdomadaire était envoyé aux parents pour leur donner un petit peu, c'est une sorte de semainier qui permettait aux parents d'avoir une vision plus globale sur l'avancement des compétences et l'avancement des objectifs. Alors les contenus ne dépassaient pas 30 minutes comme je l'avais dit. Aussi, la différenciation et l'évaluation n'ont pas été négligées. Parce que, comme vous le savez, dans une école, il peut y avoir des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc, il faut absolument des aménagements ou de la différenciation. Donc, des créneaux étaient dédiés à ces élèves pour vraiment les prendre et leur expliquer les leçons pour pallier à leurs difficultés. L'évaluation était continue, individualisée, sous forme de Google Doc ou de Google Form nominatif. On a accentué vraiment, ou plutôt on a misé sur la valorisation des progrès des élèves. On a essayé quand même d'identifier les difficultés qui ont été répertoriées par la suite afin de les retravailler après. Donc, en gros, c'est ça. Le bilan de l'EAD selon les enseignants, donc après cette expérience, j'ai mené une sorte de focus group avec mes collègues, donc afin de vraiment discuter les points forts et les points faibles du processus qui a été mis en place. Donc, parmi les points forts qu'on a repérés, c'est que les élèves étaient devenus beaucoup plus autonomes, une implication des élèves qui étaient en classe peu investie, donc l'outil numérique les stimule, l'initiation aux outils numériques, les élèves sont sortis vraiment avec des compétences numériques incroyables. Et un nouveau regard porté sur l'outil numérique. Les difficultés rencontrées, c'est vraiment le décrochage de certains élèves. On a remarqué que c'était surtout les élèves qui n'étaient pas accompagnés à la maison. On avait des élèves dont les parents sont des médecins, ils n'étaient pas présents, donc ils n'étaient pas vraiment très investis. Les points forts au regard des enseignants, c'était une meilleure organisation du travail, la collaboration et la coordination entre tous les enseignants, la découverte du plan de travail qu'on a par la suite sauvegardé parce que ça nous a vraiment permis d'outiller l'élève pour qu'il puisse être autonome, organisé et responsable de son processus d'apprentissage. Aussi, la difficulté rencontrée, c'était vraiment de concilier vie personnelle et vie de travail, tellement c'était, comme c'est la première mise en place, c'était un peu lourd à vraiment mettre en place. C'était pas facile. Alors, quelques témoignages de parents. Alors après, on a envoyé un questionnaire aux parents pour voir s'ils étaient vraiment satisfaits du processus qui a été mis en place. Alors, la majorité des parents affirment que le processus était réussi et qu'ils ont remarqué que les enfants étaient vraiment engagés et investis dans le travail. Voilà, donc juste pour conclure, la crise sanitaire liée à la Covid-19 était une occasion pour repenser le système éducatif marocain et surtout la politique d'intégration d'éthique en éducation. Nous ne pouvons pas nier la réactivité et la mobilisation du ministère de l'Éducation nationale après la déclaration de l'état d'urgence. Or, en comparant les deux plans d'action, celui de l'école publique et celui de l'école un peu digitalisée, nous remarquons l'apport du numérique aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau des apprentissages. L'accès à l'outil numérique a permis aux élèves de suivre leur scolarité dans des conditions sereines et de façon très constructive. Il leur a permis de développer des compétences numériques, acquérir le sens de l'organisation et de l'autonomie. Ainsi, l'absence d'infrastructures, le manque de matériel, la disparité socio-économique et géographique ont fait en sorte que cette expérience accentue les inégalités sociales. Merci.
Merci, mademoiselle Amélie. Un petit point tout simplement. Je vous signale que mademoiselle Amélie était une ancienne étudiante en master didactique du français, en 2015 peut-être, 2015. Ça fait plaisir de voir que ça s'intéresse à la technologie, l'intégration de nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage. Ça me fait plaisir. Et actuellement, il est inscrit au doctorat à la profession. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. C'est à vous. Nickel. Oui, micro aussi. Bonjour tout le monde, donc merci beaucoup pour votre intervention. Donc, d'accord. Donc, pour moi, vu à l'importance de l'enseignement à distance dans nos jours, d'accord. Et qui est devenu aujourd'hui, un élément qui est primordial. Donc, c'est un complément de formation présentielle. Donc pour moi, ma question proposée, c'est... Micro, s'il vous plaît. D'accord. Pour moi, la question, c'est les propositions pour améliorer la qualité de l'enseignement à distance. C'est quoi les propositions? Alors, pour améliorer l'enseignement à distance, déjà, il faut avoir l'infrastructure pour. Parce qu'on ne peut pas assurer un enseignement à distance si on n'a pas les moyens pour. Ensuite, miser sur la formation des enseignants, ce qui est essentiel. Investir pour des applications, des logiciels qui facilitent cet enseignement. Pour moi, c'est la base. Et aussi, il faut que les enseignants soient aussi volontaires, parce que ça nécessite, à la base, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment beaucoup de patience, il faut avoir de la motivation pour. Donc, il faut motiver les enseignants, investir en termes de logiciels, d'applications, et aussi, il faut vraiment avoir l'infrastructure nécessaire pour le réussir. Alors, en fait, la motivation, c'est quelque chose de très personnel. Un enseignant peut être motivé s'il est intéressé. Donc, vraiment miser sur des formations qui seront vraiment valorisantes, qui ont une plus-value pour le parcours de l'enseignant, peut-être. Je pense que ça fera l'affaire. Donc, vous dites maintenant que l'importance de motiver, c'est-à-dire on doit créer des formations. Donc, oui. Pour l'intégration des outils numériques et de l'intégration des technologies dans l'enseignement. Donc, besoin de formation en TIS, c'est ça la problématique, je pense. Oui, besoin de formation, mais surtout la problématique de base, c'est déjà l'infrastructure. Il faut vraiment avoir l'infrastructure parce qu'il y a des écoles où il n'y a pas d'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, d'abord, l'infrastructure, c'est le moyen. Après, penser à la formation, parce que la formation des enseignants, c'est l'outil qui va s'allier aux moyens pour donner un résultat qui sera... D'accord, merci beaucoup. Donc, bonjour, on vous remercie tout d'abord pour votre intervention. Et par rapport à la formation, vous avez parlé d'un dispositif de digitalisation qui a été installé auprès de tous les acteurs. Et vous avez signalé que c'est sa première mise en place au sein de l'établissement dont vous exercez. Alors, l'établissement s'est-il appuyé sur des sessions de formation auprès des enseignants et de deux, auprès des enfants, puisque vous avez parlé de l'utilisation d'une plateforme. Donc, pour eux, c'est une première expérience. Comment vous avez procédé? L'expérience de l'enseignement à distance était la première expérience. Par contre, l'établissement dans lequel j'exerce travaillait déjà avec l'outil numérique, ce qui fait que les enfants étaient déjà initiés à l'utilisation de cet outil, ce qui a facilité en quelque sorte la mise en place de ce dispositif. Voilà. Ça va? D'autres questions? Moi j'ai une petite question. Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé d'une expérience d'enseignement à distance sur une école privée marocaine. Est-ce qu'on peut généraliser? On ne peut pas généraliser parce que c'est une école privée marocaine qui est partenaire de l'AEFE, donc qui suit le système français, système d'éducation français. Mais mon intervention ne sert pas
ne se veut pas une comparaison entre deux systèmes, parce que chaque système, que ce soit le système français ou le système marocain, a ses atouts et ses bémols. Mais vraiment, c'est une école, si on peut dire, un peu sélective. Une école qui, en quelque sorte, dédiée à un certain public. Donc, on ne peut pas généraliser la situation. Ça va. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation.